Donc, bonjour, c'est Mimi de la bibliothèque d'Ixelles. Je vous retrouve pour une deuxième partie des origines du polar. On s'est arrêté à Conan Doyle en 1887 avec une étude en rouge. Et là, je vous propose de repartir avec des auteurs français. Alors, un des premiers les plus connus, c'est Raymond Leblanc, avec Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, qui a paru en 1905. Raymond Leblanc était un ami de Maupassant. Il a connu Flaubert quand il était adolescent. Il aurait bien voulu devenir journaliste et écrivain reconnu. Et il a été un peu désespéré de n'avoir la célébrité que grâce à Arsène Lupin. Pourtant, ces romans sont mémorables, je trouve. Je pense qu'ils resteront beaucoup plus longtemps que d'autres romans policiers. Bien sûr, au début, c'est très léger, comme dans Gentleman cambrioleur. On passe à des choses un peu plus sérieuses avec L'Aiguille creuse, que j'aime beaucoup, parce que ça parle de Normandie, ça parle d'Étretat, ça décrit cette belle aiguille. Bon, l'imagination part au galop, mais voilà. Et puis on sombre dans quelque chose de beaucoup plus noir et de beaucoup plus effrayant avec L'île aux 30 cercueils, qui est un de mes préférés. Et c'est vraiment assez horrifiant, à pas donner aux enfants, certainement pas, parce que je l'ai lu assez jeune et ça m'a donné pas mal de cauchemars. C'est l'histoire d'une jeune femme une jeune femme de la noblesse, bien sûr, qui s'enfuit avec un comte soi-disant polonais. Elle en a un enfant qui disparaît tout de suite. Du coup, elle allait le sortir dans un couvent. Et elle en sort parce qu'elle reçoit un courrier bizarre. Et elle retourne dans le pays de sa naissance, en Normandie, près de l'île de Sarek, l'île aux 30 cercueils. Et là, elle elle trouve un vieillard avec une main coupée, agonisant dans une cabane, qui lui dit quelques mots et qui l'envoie et qui lui donne un dessin. Et sur ce dessin, on voit 4 femmes crucifiées. En avant de ce dessin, la première femme, image centrale, corps raidi sous ses voiles, figure bouleversée par la plus épouvantable des souffrances, mais figure reconnaissable, cette femme crucifiée, c'était elle. Ah non, pas douter, c'était elle, elle-même, Véronique d'Ergemont. D'ailleurs, au-dessus de la tête, l'extrémité du poteau de torture portait selon la coutume antique un cartouche avec une inscription fortement appuyée, et c'était le paraphe et les 3 lettres de Véronique jeune fille, VDH. Véronique d'Ergemont. Une convulsion la souleva des pieds à la tête. Elle se dressa, pivota et tournoyant en dehors de la cabane, tomba sur l'herbe évanouie. Cela ne dura pas plus de 2 ou 3 minutes d'ailleurs, au bout desquelles son esprit redevient lucide et vaillant. Elle se releva, retourna vers la cabane, saisit la feuille de papier cartonnée, et certes avec une angoisse indicible, mais cette fois avec des yeux qui voyaient et un cerveau qui comprenait, elle regarda. D'abord, les détails qui semblaient insignifiants, ou du moins dont la signification ne lui apparaissait pas. À gauche, il y avait une colonne étroite d'une 15aine de lignes, non pas écrites, mais composée de lettres non formées, de jambages toujours les mêmes et qui n'avaient évidemment qu'un but de remplissage. Cependant, à divers endroits, quelques mots étaient visibles et Véronique put lire « 4 femmes en croix ». Plus loin, 30 cercueils. Et pour finir, la dernière ligne ainsi rédigée, la pierre-dieu qui donne mort ou vie. Toute cette colonne était entourée d'un cadre tracé à l'aide de 2 lignes fort régulières, l'une à l'encre noire, l'autre à l'encre rouge, et il y avait, toujours en rouge, au-dessus de la représentation de 2 faucilles enlacés par une branche de gui, au-dessous la silhouette d'un cercueil. La partie droite, de beaucoup la plus importante, était remplie par le dessin à la sanguine,
qui donnait à toute la page, avec sa colonne d'explication adjacente, l'apparence d'une feuille, ou plutôt d'une copie de feuille de livre, quelques grands livres d'images anciennes où les sujets seraient traités peu à peu, à la manière primitive, avec une entière ignorance des règles. Et c'étaient 4 femmes en croix. 3 d'entre elles s'enfonçaient dans l'horizon, de plus en plus petites, vêtues de costumes bretons, leurs têtes surmontées de coiffures également bretonnes, mais d'une mode spéciale qui indiquait un usage local et qui consistait surtout en un large nœud noir dont les 2 ailes se dépliaient comme les nœuds des Alsaciennes. Et au milieu de la page, il y avait une chose effrayante dont Véronique ne pouvait détacher son regard terrifié. Il y avait la croix principale, le tronc d'arbre, dont les branches inférieures étaient coupées et le long duquel, à droite et à gauche, descendaient les 2 bras de la femme. Les mains et les pieds n'étaient pas cloués, mais fixés par des cordes qui s'enroulaient jusqu'aux épaules et jusqu'en haut des 2 jambes réunies. Au lieu du costume breton, la victime portait une sorte de suaire qui tombait presque par terre, allongeant la silhouette mince d'un corps amaigri par le supplice. L'expression du visage était déchirante, expression de douleur résignée et de grâce mélancolique. Et c'était bien le visage de Véronique, surtout tel qu'il était à ses 20 ans, et tel que Véronique se souvenait l'avoir vu aux heures sombres, où l'on contemple dans un miroir ses yeux sans espoir et les larmes qui coulent. Et c'était, autour de la tête, l'onde même de ses cheveux épais, roulant jusqu'à la ceinture en courbe semblable, et au-dessus, l'inscription VDH. Voilà. Excellent roman. Voilà, ça c'est pour Maurice Leblanc. Ensuite vient immédiatement après Gaston Leroux et son fameux mystère de la chambre jaune, suivi du parfum de la dame en noir, les aventures de Rouletabille. Plus long, hein, plus vieilli, je dirais. Mais enfin, bon. Il reste que c'est un mystère des plus étonnants que ce mystère de chambre close, hein, de la chambre jaune, qui vraiment est un modèle du genre. Je voulais juste lire un tout petit passage, c'est ceci. La chambre jaune. Qui donc se souvenait de cette affaire qui fit couler tant d'encre il y a une quinzaine d'années? On oublie si vite à Paris. Ce fut comme un dramatique rébus sur lequel s'acharnèrent la vieille Europe et la jeune Amérique. C'est qu'en vérité, il m'est permis de le dire, puisqu'il ne saurait y avoir en tout ceci aucun amour-propre d'auteur, et que je ne fais que transcrire des faits sur lesquels une documentation exceptionnelle me permet d'apporter une lumière nouvelle, c'est qu'en vérité, je ne sache pas que, dans le domaine de la réalité ou de l'imagination, même chez l'auteur du double assassinat de la rue Morgue, même dans les inventions des sous-Edgar Poe ou des truculents Conan Doyle, on puisse retenir quelque chose de comparable quant au mystère, au naturel mystère de la chambre jaune. Voilà, il se met la barre un peu haut, hein, le coco. Bon, voilà. Après ça, je voulais vous parler de romans anglais, et pour partir de là, alors j'espère que ça va marcher, je ne sais pas ce que ça va donner, non il y a trop de reflets et en plus ça disparaît, un petit effort, voilà. Partir d'une BD qui s'appelle The Detection Club de Jean Arambeau, qui est paru tout récemment et qu'on a à la bibliothèque. Qui en fait est un club qui a été fondé en 1930 par une série d'auteurs de romans policiers qui voulaient en fait établir un peu les règles de ce que devait être un roman policier. Et donc à la base, il a été créé par Anthony Berkeley, qui a écrit de nombreux romans, soit sous son nom, soit sous pseudonyme. Un des pseudonymes les plus connus, c'est Francis Iles. Il a écrit notamment Le Club des détectives, qui propose pour un seul meurtre 6 solutions différentes, puisqu'il y a 6 détectives, et que chacun propose une solution qui se tient. Ça, je vous le conseille, c'est très très chouette. Ça s'appelle The Poison Chocolate Case, pas cake, beau lapsus.
C'est paru en 1929. Donc, c'est lui qui a eu l'idée de fonder ce club et il y a réuni J.K. Chesterton, un très bon auteur qui lui est un peu plus âgé et donc qui connaît une certaine gloire à partir de 1911. Il y a bien sûr Agatha Christie, qui a laissé paraître son premier roman, La mystérieuse affaire de Styles, en 1920. Dorothy Sayers, avec son héros Lord Peter, qui commence ses aventures en 1923. Alors, il y a également Freeman Will Crofts, avec Le Tonneau. Malheureusement, on l'a plus. Il est accessible en anglais, il n'est plus édité en français. Donc c'est Deux Casques, qui est paru en 1920. Il y a John Rhodes, qui a écrit énormément de romans, mais qui ont plus ou moins disparu, je dirais. On connaît encore The Paddington Mystery, en 1925. Parmi les membres du club, il y a encore la baronne Orchy, qui elle est très très connue pour le Mouron Rouge et toute cette saga qui est très très chouette, qui a ravi mon enfance. Mais elle a aussi écrit un roman policier, toute une série de nouvelles policières en fait, avec comme héros le vieil homme dans un coin, de The Old Man in the Corner, à partir de 1909. Et puis, il y a le père Ronald Knox, qui n'a pas tant écrit de romans policiers, il a surtout fait une étude de Conan Doyle. C'est vraiment le spécialiste. Et il a écrit le décalogue de Knox, dont les membres du Detection Club, devaient signer leur accord pour suivre ces règles. Alors voici les 10 règles établi par Ronald Knox en 1929. Le criminel doit être quelqu'un mentionné plus tôt dans l'histoire, mais pas quelqu'un dont le lecteur a pu suivre les pensées. Le détective ne doit pas utiliser de techniques surnaturelles pour résoudre une affaire. L'usage de plus d'un passage secret ne saurait être toléré. Même dans le cas d'un seul passage secret, il faudrait que l'action se passe dans une maison où la présence de ce type de dispositif est prévisible. Des poisons inconnus ne peuvent être utilisés, ni aucune machine de telle sorte que le lecteur ne soit pas embarrassé par une longue explication scientifique en conclusion. Aucun Chinois ne doit figurer dans l'histoire. Aucun accident ne doit aider le détective. De même, on ne doit avoir recours à aucune intuition divine inexplicable. Toutes ces intuitions doivent avoir une origine et se confirmer par la suite. Le détective ne doit pas commettre lui-même le crime. Le détective ne doit pas utiliser des indices qui n'ont pas été présentés au lecteur pour résoudre l'affaire. Les observateurs ont le droit de tirer et présenter leurs propres conclusions. Il ne doit pas être fait usage de jumeaux et d'habiles déguisements. Évidemment, des règles que tout le monde va s'empresser de contrevenir, notamment Agatha Christie, bien sûr, avec surtout un de mes romans préférés, le meurtre de Roger Ackroyd, qui met en scène Hercule Poirot comme détective, aidé d'un docteur qui intervient dans l'histoire et qui raconte l'histoire, et qui évidemment sera le meurtrier. C'est un de mes préférés. Alors, sinon, je ne vous lis pas d'Agatha Christie, tout le monde les connaît. Par contre, il y a Chesterton, qui est peut-être un auteur qui est tombé un petit peu dans l'oubli, mais que j'aime vraiment beaucoup. C'est un auteur anglais catholique, ce qui est assez rare, et il a fait de son héros un prêtre catholique, le père Brown. Alors, la description du père Brown vue par un commissaire français.
Donc, un tout petit prêtre catholique romain venant d'un petit village d'Essex. Lorsque ce dernier apparut, Valentin, ça c'est le commissaire français, se mit à rire. Le petit prêtre personnifiait si bien les plaines de l'Est. Son visage était si rond et aussi banal qu'une pomme du Norfolk. Ses yeux étaient aussi vides que la mer du Nord. Il transportait plusieurs paquets, enveloppés de papier brun, qu'il ne parvenait pas à rassembler. Le congrès eucharistique devait avoir fait sortir de leur retraite beaucoup de créatures aveugles et incapables, comme autant de taupes de leur trou. Valentin était un sceptique sévère, comme on sait l'être en France, et ne pouvait éprouver aucune sympathie pour un prêtre. Mais il pouvait en avoir pitié, et celui-ci eût provoqué la pitié de son pire ennemi. Il avait un gros parapluie rapiécé qu'il laissait constamment tomber par terre. Il ne semblait pas distinguer la partie aller de son billet de la partie retour. Il expliqua avec une naïve simplicité à tous ses compagnons de voyage qu'il devait être prudent car il transportait un objet d'argent massif avec des pierres bleues, dans un de ses paquets enveloppés de papier brun. Toute la platitude des plaines de l'Essex s'alliait en lui en une pieuse candeur. Jusqu'au moment où il arriva enfin à Stratford, le petit prêtre ne cessa de divertir son compagnon de voyage. Il descendit avec tous ses paquets, et lorsqu'il revint chercher son parapluie, Valentin poussa la bienveillance jusqu'à lui conseiller, s'il tenait à conserver son trésor, de ne pas en parler à tout le monde. Voilà. Et plus tard, ils se retrouvent. Et là, c'est le prêtre. Donc, en fait, le commissaire français est à la recherche d'un bandit français en Angleterre qui s'appelle Flambeau. Waouh! Et ce Flambeau a accompagné le père Brown, lui a subtilisé un de ses paquets, puisqu'il veut s'emparer de la fameuse croix. Alors, donc il s'est déguisé en prêtre, Flambeau, et il a accompagné le petit père Brown pendant toute la journée. Et il dit « Passez-moi votre croix de saphir, je vous prie. Nous sommes seuls ici et je pourrais vous mettre en pièces comme une poupée de son. » Le fait que ces paroles étaient prononcées exactement sur le même ton et dans la même attitude ajoutait une étrange violence à cette brutale entrée en matière. Mais le gardien de la relique tourna seulement la tête d'une fraction de degré. Son visage, levé vers les étoiles, semblait conserver la même expression béate. Peut-être n'avait-il pas entendu ? Ou peut-être avait-il entendu et se trouvait-il paralysé par la terreur ? « Oui, dit le grand prêtre de la même voix basse, dans la même attitude calme. Oui, je suis Flambeau. » Et puis après un silence, il reprit. « Voyons, voulez-vous me donner cette croix ?»« Non, dit l'autre. » Et le monosyllabe rendit un son bizarre. Flambeau abandonna soudain ses manières pontifiantes. L'illustre bandit se renversa en arrière sur son siège et rit longtemps d'un rire étouffé. « Non !» cria-t-il, « vous ne voulez pas me la donner, fier prélat. Vous ne voulez pas me la donner, stupide petit célibataire. Voulez-vous que je vous dise pourquoi vous ne voulez pas me la donner ? Parce que je l'ai déjà ici dans ma poche. » Le petit homme d'Essex tourna vers lui, dans ce qui, dans l'ombre, semblait une paire d'yeux éblouis, et demanda avec une sorte de timide curiosité. « En êtes-vous bien certain ?» Flambeau rougit de joie. « Vous valez mieux à vous seul qu'à vaudeville, dit-il. Oui, poire que vous êtes, j'en suis certain. J'ai eu le flair de façonner un double de votre paquet, et maintenant, mon ami, c'est vous qui avez le double, et c'est moi qui possède la relique. C'est un vieux truc, père Brown, un très vieux truc. » Oui, répondit le père Brown en passant sa main dans les cheveux, avec la même expression étrange et vague. Oui, j'en ai déjà entendu parler. Le colosse du crime s'inclina vers le petit curé de campagne avec un brusque mouvement d'intérêt. Vous en avez entendu parler ? Où en avez-vous entendu parler ? Je ne puis naturellement pas vous dire son nom, répondit le petit homme avec simplicité. C'est un pénitent, voyez-vous. Il avait vécu dans l'abondance pendant 20 ans, grâce uniquement à des doubles de paquets de papier brun. Alors lorsque j'ai commencé à vous suspecter, j'ai immédiatement songé à la manière dont ce pauvre garçon opérait. « Commencez à me suspecter ?» répéta le criminel avec une intensité d'expression croissante. « Avez-vous vraiment eu assez de bon sens pour me suspecter, alors que je vous ai conduit dans cette partie déserte de la lande ?»« Oh non !» dit Brown avec l'air de s'excuser. « Voyez-vous, je vous ai suspecté dès que nous nous sommes rencontrés.
C'est à cause de ce petit gonflement sous la manche où les gens de votre profession portent le bracelet à pointe. »« Comment ? De par tous les diables !» s'écria Flambeau. « Avez-vous entendu parler de ce bracelet ?»« Oh, mes ouailles, vous comprenez ?» dit le père Brown en levant les sourcils avec un air candide. « Lorsque j'étais curé à Hartlepool, il y en avait 3 parmi elles qui portaient le bracelet. Alors comme je vous ai suspecté dès le début, je me suis arrangé pour que la croix soit en sûreté. Je crains d'avoir été obligé de vous surveiller et je vous ai vu changer les paquets. Alors, voyez-vous, j'ai dû les changer de nouveau. Et j'ai laissé le bon derrière nous. »« Derrière nous ?» répéta Flambeau et pour la première fois sa voix s'altéra. « Voici comment, dit le petit prêtre avec la même bonhomie. Je suis entré dans cette pâtisserie, j'ai demandé si je n'avais pas oublié un paquet et je leur ai laissé une certaine adresse au cas où ils le trouveraient. Je savais naturellement que je n'avais pas laissé de paquet derrière moi, mais lorsque je ressortis, je le laissai. Au lieu de courir après moi avec la précieuse relique, ils l'ont envoyé en toute hâte à un de mes amis à Westminster. » Puis il ajouta presque tristement, « C'est également un pauvre diable d'Hartlepool qui m'a enseigné ce truc. Il l'appliquait fréquemment jadis à des valises volées dans les gares. Mais il s'est retiré depuis un certain temps dans un monastère. On apprend ainsi bien des choses, n'est-ce pas ? Ajouta-t-il en se passant de nouveau la main dans les cheveux, comme pour s'excuser encore davantage. Nous ne pouvons pas faire autrement, nous autres prêtres. Les gens viennent nous dire ces choses. » Flambeau arracha de sa poche le paquet de papier brun et le déchira. Il ne renferma que du papier et des morceaux de plomb. Le bandit sauta debout avec un grand geste et s'écria « Je ne vous crois pas. Je ne crois pas qu'un nigaud comme vous ait pu arranger tout cela. Je suis sûr que vous avez encore l'objet sur vous, et si vous ne me le donnez pas, eh bien nous sommes seuls, et je vous l'arracherai de force. » « Non, dit le père Brown simplement, en se levant aussi. Vous ne me l'arracherez pas de force ? D'abord parce que je ne l'ai plus réellement, et ensuite parce que nous ne sommes pas seuls. » Flambeau s'arrêta dans son élan. « Derrière cet arbre, dit le père Brown en indiquant du doigt, se trouvent 2 vigoureux policemen et le premier détective de notre temps. »« Comment sont-ils venus ici, demandez-vous ? » ?»« Parce que je les ai amenés, naturellement. Comment m'y suis-je pris ? Je vous le dirai si vous vous y tenez. Mon Dieu, nous apprenons des choses 20 fois plus ténébreuses en travaillant parmi les criminels. Je n'étais pas certain que vous étiez un voleur et il était désastreux de causer un scandale au sujet d'un membre de notre clergé. Je vous ai donc mis à l'épreuve pour voir si vous vous trahiriez. On se met d'ordinaire en colère lorsqu'on trouve du sel dans son café. Si l'on reste calme, c'est qu'on a quelques raisons d'agir ainsi. J'ai mis du sel dans votre sucrier et vous n'avez pas bronché. On n'aime pas généralement non plus se voir à présenter une note 3 fois trop élevée. J'ai triplé la vôtre et vous l'avez payée. » Le père Brown poursuivit avec lenteur et lucidité. « Comme vous ne vouliez laisser aucune trace de votre passage pour la police, il a bien fallu que quelqu'un s'en chargeât. Partout où nous avons passé, j'ai eu soin de faire quelque chose qui fournit aux gens un sujet de conversation pour le restant de la journée. J'ai pas fait grand mal, hein. Une tache sur un mur, des pommes roulées dans la rue, une vitre brisée, mais j'ai sauvé la croix. La croix sera toujours sauvée. Je m'étonne que vous ne m'ayez pas arrêté avec le sifflet de l'âne. »« Avec quoi ?» demanda Flambeau. « Je suis heureux de voir que vous ne connaissez pas, dit le prêtre avec une grimace. C'est vraiment une très très vilaine chose. Je suis sûr que vous êtes trop bon pour être un siffleur. Je n'aurais pas pu parer le coup, même avec l'aide des tâches. Je ne dis pas les jambes assez fortes pour cela. »« De quoi voulez-vous donc parler ?» demanda l'autre. « Oh, je pensais que vous pratiquiez ce coup, dit le père Brown agréablement surpris. Ah, vous ne pouvez donc pas être tombé si bien bas. »« Mais comment diable connaissez-vous toutes ces horreurs ?» cria Flambeau. L'ombre d'un sourire effleura le visage simple et rond de son adversaire. Oh, en faisant mon métier de stupide petit célibataire, je suppose. N'avez-vous jamais songé qu'un homme qui passe sa vie à entendre les autres lui conter les péchés qu'ils ont commis ne doit pas être entièrement ignorant du mal ? Voilà. Le petit père Brown. Je vous avais donc parlé aussi de Dorothy Sayers avec Lord Peter et l'inconnu. Donc Dorothy Sayers, alors je ne l'ai pas ici, elle est née plus ou moins à la même époque qu'Agatha Christie. Non, je ne l'ai pas. Bref.
Et elle met en scène un lord comme détective. Je vais vous lire la quatrième de couverture parce que je trouve que ça met tout de suite dans le bain. Mrs. Throckmorton est accourue tantôt chez moi dans tous ses états. Pardon, ma mère, je n'entends pas. Qui? Madame qui? Throckmorton, la femme du vicaire. Ah, Throckmorton, eh bien, Monsieur Sips lui a téléphoné ce matin. C'était le jour où on l'attendait ici, vous savez. Oui. Il a prévenu qu'il avait un empêchement. Il était bouleversé, pauvre petit homme. Il a trouvé un cadavre dans sa baignoire. Excusez-moi, ma mère, j'entends pas bien. Il a trouvé quoi? Où? Un cadavre, mon chéri, dans sa baignoire. Hein? Non, non, ne coupez pas, mademoiselle, je vous en prie. Allô? C'est vous, ma mère? Oui, pardon, la téléphoniste voulait couper. Quelle espèce de cadavre? Un homme, mon chéri, qui n'avait pour tout vêtement que son lorgnon. Madame Throckmorton a positivement rougi en me racontant cela. Voilà, ça donne tout de suite le ton. Les enquêtes sont bien faites. L'humour est très présent. Et bon, voilà, ça se passe dans un milieu qui a certainement disparu, mais qui est très rigolo. Voilà, alors, dans la BD, on retrouve une partie de ces personnes, notamment Chesterton, Agatha Christie, Dorothy Sayers, la baronne Orchi, Mason, qui a écrit 4 plumes blanches, qui est en fait un des seuls policiers qu'il a écrit et qui n'est pas mal du tout. C'est l'histoire, je ne l'ai pas avec moi, mais c'est l'histoire de 3 jeunes gens qui doivent partir à la guerre de Crimée. Ils sont volontaires et la veille de la bataille, il y en a un qui déserte. Et donc, on lui remet... Donc ils sont 4, effectivement. Ses 3 camarades lui remettront les 3 plumes blanches du déserteur, du traître, ainsi que sa fiancée. Voilà pourquoi 4 plumes blanches. Ça se lit toujours très bien, je trouve. Voilà, donc ce sont ces membres-là, et Ronald Knox, le spécialiste de Sherlock Holmes, qui a écrit le décalogue, qui se rejoignent pour accueillir John Dixon Carr dans le Detection Club. Il doit prêter serment et donc promettre qu'il respectera bien les 10 règles du décalogue. Et John Dixon Carr est un Américain. Donc c'est le premier Américain accepté au Detection Club, qui ne comportait que des Anglais, même si la baronne Orchi est hongroise d'origine, mais qu'elle vit en Angleterre depuis très longtemps, qu'elle s'est mariée à un Anglais. Et donc Dixon Carr a déjà publié plusieurs romans, mais là on est en 1936 et il est en train d'écrire ce qui pour moi est son meilleur roman, c'est La Chambre ardente. Et La Chambre ardente, c'est un autre roman, un mystère de chambre close, à la manière de La Chambre jaune de Gaston Leroux, avec une dimension encore plus bizarre, une dimension fantastique, parce que, en fait, c'est un roman qui se base sur l'affaire de l'empoisonneuse, Marie, je ne sais plus qui, en France. Et c'est vraiment... À la fin, il donne une explication tout à fait rationnelle, tout à fait possible. Mais encore après, il y a l'autre explication fantastique qui est tout aussi crédible. Et je trouve qu'il fait très bien le mélange des genres. Alors, pourquoi est-ce que j'avais choisi cet extrait-ci? Eh bien, je ne sais plus.
Alors, oui. Donc, voici comment cette histoire et où intervient la dimension un peu fantastique. Donc, c'est le mari qui voit des photographies. Il est dans un train, il regarde des photographies qui sont épinglées dans un manuscrit. Il faillit alors lâcher le manuscrit. Il y avait attaché à la première page de ce chapitre une photographie ancienne mais très distincte, sous laquelle on pouvait lire « Marie d'Aubray, guillotinée pour meurtre en 1861 ». C'était une photographie de la propre femme de Stevens. Il n'y avait pas d'erreur ou de coïncidence possible. Le nom était celui de sa femme, Marie d'Aubray. Les traits étaient les siens, figés dans une expression que son mari lui connaissait bien. Celle qui avait été guillotinée 70 ans auparavant était une parente de sa femme, sa grand-mère sans doute, si on s'en rapportait aux dates et à l'extraordinaire ressemblance. Cette femme avait le même grain de beauté que Marie au coin de la lèvre, et elle portait le bracelet ancien que Stevens avait vu 100 fois au bras de Marie. La perspective de voir publié par la maison d'édition qu'il travaillait un livre offrant une photographie de sa femme en tant qu'empoisonneuse célèbre n'avait rien de réjouissant. Était-ce pour cela que Morley lui avait demandé de venir le voir lundi à la première heure? Mais non, certainement pas. Enfin, tout de même. Stephens détacha la photographie pour mieux l'examiner et éprouva une étrange sensation. Il ne l'analysa pas pour l'instant, mais c'était le grand et le total amour qu'il éprouvait pour Marie qui lui procurait cette sensation. La photographie était fixée sur un épais carton et le temps l'avait jaunie par endroits. Au dos, on pouvait lire l'adresse du photographe. Périchet et fils, 12 rue Jean Goujon, Paris, 8e. Au-dessous, avec une encre qui avait maintenant tourné au brun, quelqu'un avait écrit « Ma très très chère Marie, Louis Dinard, 6 janvier 1858 ». Amant ou mari? Ce qui troublait profondément Stephen, c'était l'expression de cette femme. La photographie ne montrait pas ses pieds, et elle se détachait sur un fond d'arbre peint. Elle avait une pose peu naturelle, comme si elle allait tomber de côté, et s'appuyait d'une main sur une petite table ronde chastement drapée dans un apron de guipure. Sa robe à col montant semblait faite dans un taffetas sombre aux reflets soyeux, et elle portait la tête légèrement rejetée en arrière. En dépit de la façon démodée dont étaient coiffés ses cheveux blonds foncés, c'était bien Marie. Elle faisait face à l'objectif, mais regardait légèrement au-delà. Ses yeux clairs aux paupières lourdes avaient ce que Stephens appelait son air inspiré. Les lèvres étaient entr'ouvertes en un léger sourire, et en dépit de la robe, de la coiffure et du napperon, et de la toile de fond qui tendait à donner à la photographie un aspect douceâtre, l'impression qui s'en dégageait était tout autre. Troublé, Stephens abaissa son regard sur l'inscription « Guillotiné pour meurtre ». Le cas était assez rare. Stephens aurait voulu se persuader que quelqu'un s'était livré à une plaisanterie d'un goût douteux et qu'il tenait là une photographie de sa femme, mais il savait bien que non. Et puis après tout, si c'était là une photographie de la grand-mère de Marie, cette ressemblance, pour aussi frappante qu'elle fut, n'avait rien d'étrange. Elle avait été guillotinée, soit, et puis après. Bien qu'ils fussent mariés depuis 3 ans, Stephens connaissait peu de choses concernant sa femme et ne s'était jamais montré curieux à cet égard. Il savait qu'elle était originaire du Canada, où elle habitait une vieille maison semblable à Desport Park. Ils s'étaient connus à Paris et s'étaient mariés au bout de 15 jours. Ils s'étaient rencontrés d'une façon fort romanesque dans la cour d'un vieil hôtel particulier, abandonné, proche de la rue Saint-Antoine. Je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si j'en ferai encore une autre, mais en tout cas, on a vu les meilleurs auteurs, je pense, des débuts des romans policiers. À bientôt.